On va accueillir maintenant Michel von Schiemann, qui est directeur de recherche à l'ICGM. Il est un expert reconnu dans les précurseurs siliciques fonctionnels, originaux, pour aller préparer des matériaux inorganiques, organiques, inorganiques. Et il s'intéresse surtout au contrôle de la porosité. Bien, merci Christelle pour cette belle introduction. Merci Clément aussi pour cette invitation qui me donne l'opportunité à la fois de revoir les anciens. Moi aussi, je fais partie des anciens maintenant, malheureusement peut-être, et aussi d'avoir la possibilité de présenter une partie de mes travaux que j'ai développés depuis une vingtaine d'années à peu près. Donc, je vais parler de matériaux hybrides, évidemment, qui sont, comme Christelle l'avait dit, organiques, inorganiques. Dans ce cas-là, ça va être de la silice et de l'organique. Et je vais essayer de vous montrer comment on peut à la fois exploiter la partie organique et la partie silice pour en faire des matériaux fonctionnels. On va jouer, j'ai écrit fonctionnalité, contrôle de porosité et utilisation. J'aurais pu mettre aussi structuration parce que je vais en parler un petit peu. Et donc, on va commencer déjà là-dessus. Donc, je passe rapidement sur cette diapo parce que tout le monde le connaît, Sol-Gel. Donc, silice, théos, hydrolyse, silanol, condensation qui donne siloxane, puis vous continuez l'hydrolyse-condensation pour faire la silice et CO2. Et avec ça, grâce à cette chimie douce, Sol-Gel, on peut faire de la mise en forme, l'élaboration des matériaux, faire des monolithes, de la poudre, des poudres si on veut, des revêtements des films, mais aussi des nanoparticules qui soient denses ou poreuses aussi. Okay, donc voilà, attaquer là. Nous, on veut faire de la silice hybride, que j'appelle cis-esquioxane. Donc vous remplacez un des alkoxy RO par un groupement organique. Heureusement, le silicium, la chimie du silicium, permet d'avoir cette liaison vraiment forte de covalence carbone-silicium. Donc on fait un organosilane. Et ensuite, on peut faire l'hydrolyse-condensation, Sol-Gel. Et souvent, il arrive qu'on obtient des matériaux, enfin, ce n'est même pas des matériaux, c'est des structures moléculaires qui sont bien définies. La plus connue d'entre eux, ce sont ce qu'on appelle des post-polyhydrol oligomeric cis-esquioxane. Et dans ce cas-là, la plus connue parmi ceux-là sont les T8. Il existe du T10, T12, je vais en parler à la fin. Et donc, je vous donne ici juste l'exemple de ce modèle-là. On ne va pas en parler pour le moment. Tout ce que je suis pour le moment intéressé, c'est de faire des espèces polymériques, donc random, comme on dit en anglais. Et donc, dans ce cas-là, lorsqu'on fait l'hydrolyse, on a le plus souvent ce genre de matériaux plutôt que d'avoir le système bien défini. OK. Donc, cis-esquioxane. Alors, pourquoi cis-esquioxane? Je vais le définir rapidement. SI au 1,5. Le 1,5, c'est sesqui. Sil pour silicium, oxane pour l'oxygène, silicium, oxygène. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle cis-esquioxane. Ensuite, on peut faire ce dont j'ai parlé, c'est des monoalkoxysilanes. On peut faire aussi des polyalkoxysilanes. Donc, prendre une molécule organique, rajouter 2 ou plusieurs trialkoxysilanes dessus et faire le même type de Sol-Gel. On peut obtenir un matériau où l'organique est en train de ponter, d'interconnecter tous ces réseaux de silice par liaison covalente. Et là, je l'appelle cis-esquioxane pontant parce que l'organique interconnecte ces atomes de silicium. Et là-dedans, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on va pouvoir exploiter à la fois l'organique et le réseau de silice pour les propriétés soit intrinsèques dans le cas de l'organique ou les propriétés de structure dont on peut, ou de morphologie, notamment au niveau de la silice, qui est plus inerte chimiquement normalement que l'organique, et aussi plus stable thermiquement. Donc on va exploiter ces trucs-là. Côté organique, je vous donnerai quelques exemples. On peut mettre des ligands organiques pour faire par exemple de la catalyse. On peut faire de l'optique. Je vous donnerai quelques exemples où on peut appliquer ces matériaux silice hybrides dans le domaine de la nanomédecine. OK, donc une autre propriété de l'organique qu'on peut exploiter, c'est de jouer sur les interactions intermoléculaires de ces fragments organiques. Et donc, si vous pouvez faire ça, avec un peu de chance, je parlais de structuration, vous pouvez faire de l'autostructuration.
D'accord. Donc, c'est ce que j'appelle self-assembly, self-structured materials, en anglais. Une autre façon d'organiser ces matériaux, c'est d'utiliser des templates, ça c'est très connu. Donc pour faire des matériaux mésoporeux notamment, utiliser des surfactants et prendre comme du Théos qui a été fait en 90, et dans ce cas-là, 10 ans plus tard, 3 groupes ont pu faire ce qu'ils appellent des PMO, Periodic Mesoporous Organosilica. Okay. Donc on peut faire ces matériaux poreux grâce à ça. Voilà, premier exemple, je vais passer directement sur ce que j'appelle BS, tout simplement, pas les PMO encore, donc pas encore structurés. On peut préparer ce genre de silcestioxane pontant, donc bipyridine, pour préparer ça, toute la synthèse est là, j'en passe, donc bipyridine, oxydation, nitration, réduction, silylation, et après hydrolyse condensation, vous obtenez ce que j'appelle un catalyseur, un co-catalyseur. Donc on va pouvoir le faire soit sous forme de poudre, et après, vous verrez, on peut aussi l'utiliser sous forme de film. Donc voilà, le catalyseur A que j'ai écrit en haut, 10%, on va le mélanger avec des sels de cuivre, co-catalyseur, pour faire la réaction de couplage de type Ullmann, qui est là, donc halogénure aromatique et alcool aromatique. Donc on peut faire ce genre de réaction pour faire l'éther aromatique. Donc vous voyez ici, première réaction, on prend la poudre qui est là, on le met en suspension et on met les substrats en réaction. Et au bout de 24 heures, c'est pas HH, mais c'est 24 heures, à 120 degrés, on obtient le produit. C'est transformé à 100% et 90%, c'est le produit isolé. Okay. Ensuite, pourquoi on fait ces matériaux? C'est surtout parce que c'est des solides insolubles. L'objectif, c'est de pouvoir récupérer ces solides, filtrer, donc ça permet d'éliminer le problème de purification, donc par distillation. Là, on filtre tout simplement, on élimine le solvant, et si le produit est pur, il suffit soit de distiller, soit simplement d'utiliser tel quel. Donc, premier point, on filtre, on récupère. Deuxième point, voir si c'est recyclable. L'objectif, là, c'est de faire une deuxième réaction avec. Donc, on peut refaire la même réaction, et vous pouvez voir qu'on peut obtenir le même type d'éther à 91%, deuxième run. Et dans ce cas-là, on a changé le bromobenzène en bromométhoxybenzène avec la même poudre. Et on peut continuer cette réaction en changeant. Maintenant, on met un cyano, on met des pyridines, et on a continué comme ça une dizaine de fois et ça marche toujours. Okay, et les rendements sont toujours de l'ordre de 90% isolés. Première chose, catalyse. Deuxième chose, on va passer maintenant en film avec le même silcestioxane. Donc, on peut faire des films. Et ces films qui sont exemples de métaux, sont photoluminescents. Donc, surtout si on applique en UV, ils sont photoluminescents, et on peut également utiliser des LED commerciaux, justement pour pouvoir obtenir des photoluminescences allant du bleu dans le vert. Okay. Donc ça, c'est la deuxième application. Une troisième, avant d'aller plus loin, merci Guillaume d'avoir parlé de la clique. Je ne savais pas que tu allais en parler, mais je l'ai mis là. Donc nous ici, on a utilisé la clique, on a utilisé la réaction clique CuAC, comme j'ai écrit là, pour faire des fonctions trialcoxysilane avec de l'organique. Donc ça permet de faire ce triazole tout simplement par la réaction azoture-alcine. Je le mets là parce que je vais beaucoup l'utiliser, vous allez voir, dans beaucoup des matériaux que je vais vous montrer, il va y avoir de la clique. La voici, là, le premier. Ça, c'est un fluorophore qu'on a préparé, vous voyez 4 triazoles, excusez-moi. Et donc, ça a été fait par la clique. C'était 4 alcines avec notre azothiosilylé. Donc, on obtient ce produit, ce système pontant. Donc, on peut le faire tout simplement par hydrolyse condensation. On peut obtenir, je vais prendre ça, on peut obtenir ce que j'appelle le BS, c'est des nanoparticules. Okay. Soit on peut tout simplement, par la suite, décorer avec des nanoparticules d'or. Donc, on peut faire ça. Ou dans l'autre sens, on commence par des nanoparticules d'or et après on fait pousser le BS dessus. Donc on a une espèce de cœur coquille. Et je vais vous montrer comment on peut justement l'utiliser en PDT, en nanomédecine, grâce à la photoluminescence. Donc vous pouvez voir les matériaux ici. Ça c'est celui-là, ici décoré et ici au cœur. Et donc, ce que j'ai écrit ici, c'est la photoluminescence. Ici, on peut l'utiliser pour faire de l'imagerie, mais lorsqu'on a ces nanoparticules métalliques ici,
on a une exaltation de cette photoluminescence qui permet d'avoir des meilleures images, de voir mieux ces nanoparticules au sein des cellules lorsqu'on veut les étudier. Voilà, donc je vous donne un exemple ici. Ça, c'est celui qui est là, le BS. Vous pouvez voir quelques nanoparticules là, pas beaucoup. Mais par contre, dès que vous utilisez, je pense qu'on avait utilisé celui-là, mais ils sont à peu près de la même photoluminescence, intensité, je veux dire. Et vous pouvez voir vous voyez plus de nanoparticules. C'est dû à ces nanoparticules d'or. L'autre chose qui est importante, on sait qu'on peut, grâce à ces photoluminescences d'émission, on peut également tuer des cellules cancéreuses, c'est ce qu'on veut. Hein. Et ça a été dans le cas, on a pris des systèmes des cellules cancéreuses, cancer du sein, et qu'on a traité in vitro. Et voici les résultats. Donc vous pouvez voir ici, ici c'est le contrôle. Lorsque vous prenez celui-là, vous arrivez à tuer les cellules jusqu'à 75%, puis celui-là est de l'ordre de 95%, et finalement avec celui-là c'est encore un peu mieux, c'est presque 100%. Donc c'est pas mal, on arrive à quasiment éradiquer ces tumeurs dans ces cellules. Ok, ça c'est la partie organique qu'on a exploitée dans ces silices. Pour leurs propriétés. J'avais parlé aussi de la structuration. On peut rajouter, par exemple, des groupements additionnels qui peuvent aider à regrouper, à auto-associer ces structures. Et donc, ces structures que j'ai mises là sont représentées par des urées qui sont donneurs et accepteurs d'hydrogène. Et le cœur de ce système, c'est l'organique. J'ai pris une molécule, un fragment chiral et un fragment linéaire, et je vous donne rapidement les résultats. Ça marche pas. Donc, le défi, c'est bien sûr d'essayer de transférer cette structuration dans le matériau, grâce à cette auto-association due aux liaisons hydrogènes. Donc, voilà les résultats. Lorsque vous prenez cette molécule chirale, l'énantiomère, RR ou SS, vous voyez que vous pouvez obtenir des hélices, des systèmes hélicoïdales, et qui sont issus de la chiralité de la molécule, soit left-handed ou right-handed. Donc, hélice gauche, hélice droite. Donc, chiralité qui est transférée dans le matériau. Et ensuite, suivant les catalyses, là c'était en catalyse acide. Catalyse basique, vous obtenez des billes et des tubes. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Et ensuite, je prends l'autre fragment. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'on obtient quelque chose qui a l'air d'être très bien cristallisé. En fait, on voit bien des harmoniques comme un système lamellaire, 1, 2, 3. Lorsqu'on regarde optique, ça a l'air d'être, en microscopie optique, ça a l'air d'être des aiguilles. Et lorsque vous regardez en MEB, c'est des plaques, c'est des aiguilles qui sont représentées par ces plaques. Et lorsque vous allez voir en transmission, dans ce cas-là, vous allez au bord, là, vous voyez ces stripes, j'ai plus le mot en anglais. En français, ces intervalles, ces distances qui sont là. Et ces distances, on le retrouve bien sûr dans ce diffractogramme. Et ces distances sont de l'ordre de 20 angstroms. Et 20 angstroms correspond à la distance silicium-silicium-oxygène. Donc ce que vous voyez là, la distance, c'est l'organique qui sépare les deux silicium, enfin silicium-oxygène. OK. Donc un petit rappel historique. Quand on avait commencé ces travaux, il y avait Kenneth Shea et Douglas Loy et Webster à l'époque qui avaient déjà préparé des systèmes pontants. On ne le savait pas, parce que c'était le Chem Mater 1. À l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, donc on allait fouiller tous les vendredis, moi j'allais à la bibliothèque, on allait fouiller dans les Chemical Abstract, je crois que c'était ça, Chemical Abstract, et donc on ne l'a pas trouvé, parce qu'on ne connaissait pas le Chem Mater. Donc ensuite, lorsqu'on a voulu publier, bêtement, on a envoyé au JACS, parce qu'on croyait qu'on était les premiers. On s'est fait refuser, et le reviewer a dit que ce serait bien pour Chem Mater. Donc on a envoyé à Chem Mater, et c'est passé à Chem Mater. Et la même année, les mêmes auteurs, je ne dirais pas que c'est les reviewers, hein, les mêmes auteurs ont publié dans le JACS. Donc ok, donc là, ensuite, à partir de là, donc 10 ans après, il y a, c'est ce que je disais tout à l'heure, les périodiques Mesoporous organosilica. Donc, en même temps, en 1999, ces trois groupes, Canada, donc Ozine, Toronto, donc Shinji Nagaki, c'est à Nagakute, c'est pas loin de... pardon ?
Nagoya. Il est à Toyota, oui. La ville s'appelle Nagakute. Et pas loin de j'ai oublié le nom de la ville, c'est pas grave. Et ensuite, Andreas Stein aux États-Unis, la même année, ils ont fait ces systèmes-là sur différents types d'organiques. C'était soit des CH2, CH2, soit des CH, CH double liaison, soit le phényl, tout simplement. Et les trois ont pu préparer ça. Avec maintenant, vous voyez, dans les murs, ça représente les murs, l'organique qui ponte les silices. Je donne un exemple de ce qu'a fait Inagaki 3 ans plus tard. Donc, il a pu publier un Nature. Non seulement il a fait son matériau mésoporeux, donc ça, c'est dû, la cavité là, c'est dû au tensioactif qu'il a utilisé, c'est le CETAB. Et ensuite, il a aussi observé dans les murs une cristallisation, c'est-à-dire un empilement de ces organiques par pipi, empilement pipi, donc qui met en évidence là. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très cristallisé et il le démontre aussi également par rayon X des poudres. Je donne quelques exemples aussi qui ont été faits assez récemment. Ça, c'est Louisa de Cola, qui est à Strasbourg et aussi à Karlsruhe. Donc, elle a 2 labos. Elle a fait des nanoparticules, donc qu'elle appelle nanodonuts, grâce à ce système peptidique, je dirais, polysilylé. En utilisant pareil des tensioactifs, elle arrive à faire ces systèmes poreux. Il y a aussi d'autres Chinois, de Guanming Lu, qui, lui, en faisant un savant mélange de ces 4 précurseurs, Théos et ces 3-là, il arrive à faire des espèces qu'il appelle des jaunes d'œufs au milieu, dans les blancs d'œufs. Okay. Ensuite, il y a bien sûr Zhao qui a fait ces polycoquilles, donc avec différents groupements organiques qu'il met en évidence. Je n'ai pas mis les photos là, qu'il met en évidence par EDX, okay, et qu'il aussi utilise. Et il a fait également ces systèmes PMO, mais vraiment cristallisés de la taille du micron. Nous, on a fait, c'est pas pour te faire concurrence, Étienne, on a fait aussi des multipodes. Okay. Ça a été un accident. Serendipity, comme on dit en anglais. Okay. En fait, l'étudiant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce qu'on appelle le BTEB, le phényl, et il a pris la double liaison. Au lieu de les mélanger pour lancer la réaction avec le tensioactif, il a commencé à lancer avec le BTEB avant. Et ensuite, 30 secondes après, de suite, il a rajouté le second. Et donc, ce qu'il a vu, il a obtenu ça. Donc, quand il m'a montré ça, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Alors, il m'a expliqué. Donc, alors, je lui ai dit, ben, d'abord, ce que tu vas faire, tu vas refaire ça. Ce qu'il a fait, il trouve effectivement quelque chose qui ressemble à une serre. Et après, il refait celui-là, ça ressemble à un rod un peu replié. Et après, il le reproduit, c'est reproductible. Et il arrive à trouver, et s'il arrête la réaction, il peut voir un dipode, un tripode, un multipode. Là, il a un pentapode. Et donc, il arrive à le refaire. Et je parlais tout à l'heure de Inagaki qui faisait quelque chose de très cristallisé lorsqu'il faisait ça. Vous pouvez le voir, la cristallinité là, qui est là, c'est le phényl. Et donc, vous retrouvez cette cristallinité sur ces pics-là. C'est le pipi stacking de l'organique. Okay. Bon, après, c'est toutes les caractérisations. Maintenant, la clique. Je reviens à la clique maintenant. On veut faire des matériaux multifonctionnels. Je passe à la nanomédecine maintenant, des matériaux, on va dire, nanomécanisables, nanomatériaux mécanisables, mécanisables, je sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mélanger du théos pour murer un peu, des azotures silylées et un bisilylé alkyle. On va faire ce type de nanomatériaux. L'objectif, dans un premier temps, c'est d'essayer de faire des pores qu'on pourra boucher et qu'on pourra déboucher par la suite après avoir mis des cargos, des molécules cargo dedans. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, l'idée, c'est d'avoir l'alcine, cliquer avec une photoacide qui est là, azoturée, et ensuite, également de l'autre côté, cliquer l'azoture avec l'alcine qui, lui, a une amine là, et cette amine a la facilité de former des liaisons hydrogènes avec des grosses molécules comme la cyclodextrine qui est là. Okay. Donc on fait des liaisons hydrogènes. Donc une fois qu'on a cliqué ça, d'abord on remplit. Donc on a cliqué, on remplit par exemple
d'agents thérapeutiques ou des colorants aussi, pour prouver. Donc on a notre acide, photoacide et notre amine là. Donc on bouche avec la cyclodextrine. Et ensuite, ce qu'on fait, on va tout simplement irradier. Donc irradier pour générer le proton ici. Et ce proton, une fois généré, il va attaquer l'amine pour faire l'ammonium. Et donc on casse la liaison hydrogène et on ouvre le système, c'est-à-dire le système cyclodextrine s'en va et on libère le cargo. Et on met ça en évidence parce qu'on avait mis des fluorophores, je crois que c'était la rhodamine B, un colorant, et donc on peut le mettre en évidence. Dès qu'on applique le laser, vous voyez de suite la fluorescence augmente. Deuxième point qu'on a fait aussi également, pareil, bifonctionnel, on sait que les cellules cancéreuses ont des systèmes de reconnaissance moléculaire qui sont surexprimés par rapport aux cellules qui sont en bon état. Okay. Donc, et ces systèmes de reconnaissance moléculaire, on va essayer de faire de nanoparticules porter l'agent qui va se coupler avec, c'est-à-dire comme l'acide folique. Donc on va greffer l'acide folique. Et deuxièmement, on voudrait, bifonctionnel, on voudrait mettre quelque chose dedans qui va pouvoir à la fois boucher le système, mais à la fois aussi expulser le cargo. Pardon. Donc là. Donc oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que on a choisi des doubles liaisons ici, enfin des stylbènes, des azobenzènes plutôt, pas des stylbènes, des azobenzènes, et ces azobenzènes peuvent, sous irradiation, passer du cis au trans. Et donc ça crée des mouvements dans le système. Et donc c'est ce qu'on fait ici. Donc on fabrique notre système comme tout à l'heure, et cette fois-ci on va cliquer l'azobenzène à l'intérieur, et après l'acide folique en surface. Okay. Donc une fois qu'on a ça, ça c'est la synthèse, on peut synthétiser notre nourriture et après cliquer, et ensuite pareil, ici on peut prendre l'acide folique, faire un dérivé acide, et après cliquer et obtenir notre matériau. Une fois qu'on a ça, on remplit et après on irradie pour voir ce qui se passe. Donc ça c'est le test. Là c'est tout simplement, on a pris la nanoparticule avec simplement l'azobenzène. Donc il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'agent thérapeutique ni rien. Donc il ne se passe rien, c'est quasiment la même chose, 86-84%. En fait, c'est le traitement des cellules cancéreuses à nouveau du cancer du sein, in vitro. Et pareil, maintenant, si on prend le même, mais on met la doxorubicine, c'est-à-dire l'agent thérapeutique, pour tuer les cellules, on voit qu'effectivement, on les tue, on passe de 86 à 70, mais c'est les mêmes valeurs dans les deux cas, irradiés ou non irradiés. Et lorsqu'on prend maintenant le système azobenzène, acide folique, mais sans doxorubicine, c'est toujours les mêmes résultats. Par contre, lorsqu'on met la doxorubicine, lorsqu'on a tout le système complet, on voit très bien qu'il y a une très grande différence de l'ordre de 17% entre l'irradiation et le non irradié. Donc ça marche. Et on peut également contrôler, on peut irradier, arrêter, irradier et arrêter. On peut faire ça stepwise. Voilà, donc dernière chose que je voudrais vous montrer ici, c'est on a fait ces nanoparticules. On sait que certaines nanoparticules, lorsque l'humain ou l'animal l'ingurgite, on voudrait savoir si toutes ces nanoparticules sont éliminées. Ce n'est pas le cas. Donc, lorsqu'on a pris de la silice, il y avait 90% au bout de 4 jours qui sont éliminés dans les urines et dans les... J'ai plus le mot. Donc on a récupéré tout ça par le biais des souris, des lapins. J'ai le mot en anglais, c'est feces. Et donc, mais par contre, on ne sait pas ce qui se passe pour les 7 à 10%. Au bout de 14 jours, ça passe à 94%, mais pas plus. Et donc l'idée, c'est d'essayer de voir si on peut trouver des nanoparticules qui peuvent se dégrader dans le corps. Et donc c'est ce qu'on a fait, en fait. C'est prendre ces deux précurseurs, donc c'est cet alcène, et après le disulfure. Ce matin, il y avait
pas ce matin, tout à l'heure, il y avait la formation du disulfure par oxydation avec le peroxyde. Nous, on veut les couper, tout simplement, pour casser justement ces ponts dans les murs, afin de casser les nanoparticules. Et comme vous pouvez le voir, ça c'est le début. Et ensuite, au bout de temps, on voit que c'est en train de se désagréger jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus petit. OK. Dernière chose que je voudrais vous montrer dans les PMO, c'est la catalyse aussi. On peut faire de la catalyse. Alors ça, ça a été fait pour montrer qu'on peut faire de la catalyse coopérative en mettant un acide qui est là et une base qui est là, donc l'acide et la base, dans le même système. Donc si vous prenez un acide et une base en solution, ça va se neutraliser, ça ne va pas marcher. Donc la réaction qu'on étudie ici, c'est en partant de cette cétale, on fait la réduction en aldéhyde, et après ensuite on fait l'alkylation avec ce système-là. Il faut un système acide ici et un système basique ici. Le système qui est là s'y prête parce qu'on a les deux fonctions. C'est lui-là qui est là. Donc on fait la réaction, 100% conversion. Donc 100% conversion, je me suis trompé, 100%. Donc conversion de B à C. Hein. Donc B, il ne nous reste que 2%, et C, on est passé à 98%. Ça veut dire les deux réactions ont eu lieu. Et lorsque on prend la base qui est protégée, donc il n'y a plus de base, on voit très bien que 100% se transforme en cet aldéhyde, mais il n'y a plus d'alkylation ici, parce qu'il n'y a pas la base. Et par contre, lorsqu'on prend que la base, il n'y a rien qui se passe, parce qu'il faut bien que l'acide soit pour faire la première réaction avant que la deuxième réaction se fasse. Voilà, donc ça c'est les PMO, et je crois que j'ai terminé cette partie. Juste pour résumer, parce que c'est un peu en désordre que j'ai présenté mes choses. Donc, silice hybride, BS, c'est bridge-cis-hexioxane, les pontants. PMO, donc je vous ai montré quelques utilisations. Autostructuration, porosité contrôlée ici, biodégradabilité, nanoparticules mécanisées, catalyse. Ici aussi, on a fait catalyse, théranostiques. J'ai oublié de mettre optique. J'ai encore du temps. Ah, rapidement alors. OK. Je reviens au début de mon talk. On avait dit qu'on pouvait faire ces systèmes qui sont vraiment bien définis. C'est des systèmes moléculaires, donc c'est des briques moléculaires qu'on peut utiliser. Et bien, en partant de ça, l'une de mes étudiantes récemment a pu produire non seulement le T8, elle a produit le T10, le T12. Je peux même vous dire qu'elle a fait le T18. Personne ne l'a fait. Donc on l'a isolé le T18. Sachant que jusqu'ici, tout ça, c'est un seul produit. Alors que là, ça peut exister en 2 isomères. Okay, mais on n'a obtenu qu'un seul isomère. Et plus il y a de N augmentant, plus il y a d'isomères. Le T18 en a 9. Et Mathilde Blair, qui a fait ça, elle a isolé un seul isomère, elle l'a identifié. Donc ça. Ensuite, juste une petite, juste pour vous montrer qu'on a bien les structures T8, T10, T12, rapidement. Et je voudrais aussi montrer qu'on peut les fonctionnaliser. Ça, c'est les perspectives. Pourquoi les fonctionnaliser? On va les voir après. Je veux faire juste un petit clin d'œil à une autre de mes étudiantes qui est là. Donc, c'est Nadège Reich, qui a fait ce système-là. Et ça, c'était une collaboration avec le groupe de Clément. Donc, préparer cette urée thiourée, cette fois-ci, au lieu d'avoir une bisurée. Et ensuite, faire la réaction avec ce système trisilanol. Donc, grâce à ce trisilanol, elle a pu refaire la cage T8 ici avec un système pontant ici. Okay, donc, c'est ce qu'elle a appelé l'alter. Donc, elle n'a pas fait que celui-là. Donc, ça, c'est celui que j'avais montré. Elle a également fait un qui est symétrique. Celle-là est dissymétrique parce qu'il y a un soufre et un oxygène. Donc, tout ça pour dire qu'on peut aller beaucoup plus loin dans ce système-là. On a vu pas mal dans les actinides qu'on pouvait faire ce genre de choses. On peut espérer maintenant, au lieu de partir des précurseurs organosilanes qu'on hydrolyse, et c'est faux ce que je vous ai dit que c'est des cis-hexioxanes, parce qu'il reste toujours des hydroxyles et des alkoxys sur le silicium. Or là, tout est condensé. Donc c'est vraiment cis-hexioxanes. Et donc on va pouvoir faire vraiment des systèmes, si bien sûr les briques tiennent le coup, où on aura tous les pontés et des systèmes bien définis.
Bon, ça, c'est les rêves. Voilà. Donc, je terminerai ma présentation en remerciant Clément et toute l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, c'est-à-dire Sophie et David. On avait une ANR ensemble avec Kuroda et Shimojima. Donc ça s'est terminé l'année dernière, il y a bientôt un an. C'était la thèse de Nadège Ray. J'aimerais aussi remercier Masafumi Uno, grâce à qui Mathilde, dont je vous ai montré les cages tout à l'heure, grâce à qui Mathilde, qui a fait une formation de 3 mois chez lui, a pu développer tout ce système-là après durant sa thèse. Je ne manquerai pas de remercier les gens qui ont fait tous ces boulots, c'est-à-dire les étudiants, notamment ceux qui sont en rouge. Ce sont ceux pour lesquels j'ai montré plus ou moins les travaux ici. J'ai fait le travail le plus simple pour eux, en montrant leurs travaux. Merci aussi à Luis Carlos de l'Université d'Aveiro. Lui, il est spécialiste de la photoluminescence avec des systèmes lanthanides. Il travaille actuellement sur les nanothermomètres. Donc, il arrive à mesurer, grâce à la photoluminescence, il arrive à mesurer des petites variations de température qu'il applique dans les systèmes, dans l'organisme vivant. Merci aussi aux Américains, enfin, Jeff Zink et aussi Fuyu. Fuyu, les deux ont leur laboratoire UCLA. Fuyu, actuellement aussi, a un deuxième laboratoire à Kyoto, donc grâce à qui je me suis mis à faire les nanoparticules PMO. Merci à au Montpellierin maintenant, c'est-à-dire Magali, notre biologiste local, qui avait fait toutes nos mesures au niveau des tests d'évaluation biologique. Jean-Louis, physicien, grâce à qui j'ai compris comment interpréter une structuration dans nos matériaux, et aussi les Montpellierins avec qui je collabore, donc Jean-Olivier, donc grâce à lui j'ai démarré aussi, et avec Carole aussi, j'ai démarré ces systèmes nanomédecine. Xavier n'est plus Montpellierin, il est à Grenoble, mais on est toujours en contact. Et finalement, je remercierai aussi John Bartlett d'Australie, avec qui je travaille depuis bientôt une vingtaine d'années. Merci beaucoup.